Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et salut petit poteau. Bonsoir Elisabeth. Comme dirait Monsieur Mauduit. L'actualité internationale, c'est l'incursion d'au moins 19 drones russes dans l'espace aérien polonais. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi pour le Premier ministre du pays, Donald Tusk. Il s'agit d'une provocation, d'un test pour l'OTAN et la menace est inédite. Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. La Pologne, pays frontalier de la Russie le long de l'enclave de Kaliningrad, est membre de l'Union européenne depuis 2 décennies et de l'OTAN. Moscou met-il les Européens à l'épreuve? On en débattra ce soir et on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit dans la 3e partie de l'émission. Et on part au Venezuela. Exactement, où le président Nicolás Maduro a décidé que cette année, les fêtes de Noël allaient commencer le 1er octobre. Bah oui, parce que comme on est heureux pendant ces fêtes, autant que ça dure longtemps, c'est l'occasion pour nous de voir comment c'était avant, pour le temps de l'avant. Ah, bien sûr, Xavier Mauduit. Marie? Je vous invite à dîner, moi, ce soir, avec Markus Söder, un politicien allemand conservateur qui a déclaré une guerre sans merci au tofu et à tous les légumes en général. C'est 100% saucisse ce soir. Elle est loufoque, vous êtes loufoques tous les deux ce soir, à tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit la femme qui a écrit le livre le plus saisissant, intrigant, torturé et aussi controversé de la rentrée littéraire, In Violentia Veritas, où Catherine Girard, fille d'Henri Girard, devenu l'écrivain Georges Arnaud, l'écrivain du Salut de la peur, entre autres, Catherine Girard l'affirme, son père adoré est bien l'auteur d'un parricide et d'un triple assassinat commis de sang-froid. On verra avec elle, on la retrouve tout de suite. Catherine Girard, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche qui ont lu, comme moi, votre premier ouvrage, votre premier récit, dont on parle beaucoup dans la presse depuis la fin du mois d'août, In Violentia Veritas. Vous l'avez envoyé par la poste? Oui. Aux éditions Grasset. Ça arrive encore, ça? Oui. Primo-romancier ou primo-écrivain qui envoie par la poste et hop, c'est pris. Oui, parce que je voulais être sûre que ce soit pris... Voilà, je préférais que ce soit pris comme ça, envoyé... Très bien, de façon anonyme, voilà, si l'on peut dire. Voilà. Car vous êtes tous sauf anonymes. Catherine Girard, la fille de celui qui s'est fait appeler Georges Arnaud, et vous parlez de votre père, précisément, et vous revenez sur ce triple assassinat dont il fut accusé et acquitté. C'est un récit ou une transe? C'est un récit romancé parce que c'est ma façon d'écrire. Très bien. Voilà. On y revient après votre profil idéal réalisé par Gaël Legrand. Catherine Girard, avec In Violentia Veritas, vous plongez au cœur d'un drame familial, un triple homicide datant de 1941, dont l'assassin n'a jamais été officiellement identifié. Dans votre récit, vous désignez aujourd'hui un coupable avec certitude. Pour revenir sur ce cold case qui a captivé les Français, vous avez le profil idéal. À l'âge de 14 ans, en 1976, vous apprenez qu'un professeur de votre école vous appelle la fille de l'assassin. Votre père, Henri Girard, alias Georges Arnaud, est alors connu pour Le Salaire de la peur, un roman dont l'adaptation au cinéma par Henri-Georges Clouzot avec Charles Vanel et Yves Montand a remporté un immense succès populaire. Dans votre livre, vous racontez qu'après avoir appris comment l'on vous surnommait, vous questionnez votre père. Il vous avoue qu'il a tué son propre père, Georges, sa tante Amélie et l'employée de maison, Louise. Page 94, vous écrivez « Il m'a livré la vérité dans son appareil le plus simple. Il m'a laissé libre d'en faire ce que je voulais. » Ça, c'est la chambre donc, de mon grand-père, Georges Girard. C'est dans cette chambre qu'il a été donc, assassiné. En 1941, Henri Girard est arrêté et le drame est abondamment relayé par la presse. L'énigme du drame d'Escoir reste entière dans l'œuvre, le mystère du château d'Escoir pour la liberté du Sud-Ouest. Henri Girard a-t-il sauvagement assassiné à coups de serpe son père, sa tante et leur bonne dans le bonhomme limousin? Après 19 mois de prison, le procès se tient à Périgueux. Henri Girard risque la guillotine. Il est défendu par Maître Maurice Garçon, un avocat renommé. Un documentaire tourné en 2003 retrace l'affaire. Georges Girard, en effet, était mon ami. Et vous comprendrez mon angoisse d'être appelé à défendre son fils.
Celui qu'on veut absolument considérer comme son meurtrier. En 1943, Henri Girard est acquitté faute d'éléments à charge suffisants. Dans votre livre, vous maintenez ferme qu'il est coupable et vous tentez de comprendre sa folie meurtrière. Selon vous, elle puise essentiellement sa source dans la violence que son père Georges lui a fait subir. Page 289, vous précisez « Il n'assassine pas 3 personnes, il détruit un empire, un ensemble de principes qu'il abhorre, qu'il réfute et dont il veut se libérer. » Oui, Catherine Girard, vous évoquez votre père, Henri Riri, un monstre de bonté, et vous revenez sur le fait que, d'une certaine façon, il a voulu décapiter Dieu le Père, c'est-à-dire son propre père, et mettre fin à une chaîne de violence qui était coercitive et qui le suffoquait. Oui, alors il l'a voulu, c'est pas quelque chose qu'il a revendiqué quand il m'en fait, parce que dans le livre, ce que j'écris est ça, mais c'est le fruit aussi de conversations qui ne sont pas toutes dans mon livre. Enfin, de nombreuses conversations. Oui, d'autres qui ne sont pas dans le livre. Il m'avait dit un jour, c'est la plus abominable chose qui me soit arrivée. Il n'avait jamais dit qu'il me soit arrivé de commettre ce crime, en fait. Donc le meurtre, il me dit clairement que c'est lui qui l'a tué. Et la violence, les scènes de violence, par contre, il m'en a raconté beaucoup. Mais d'une certaine façon, dans In Violentia Veritas, vous-même consacrez un chapitre que vous intitulez « Les peurs trop grandes » aux violences que vous avez subies. Et c'est là où on comprend mieux cette chaîne de violence que vous dépliez, que vous déconstruisez, parce que vous racontez, vous dites même « J'ai eu beaucoup de pudeur, j'ai failli ne pas le faire ». Avoir été violée, abusée, dès vos 3 ans, quand vous viviez avec votre père en Algérie, vos 4 ans. Et puis ensuite, ça a duré pendant des années. Un policier qui travaillait pour un ministère, des adolescents qui abusaient de vous toutes les semaines. Ça a duré pendant une dizaine d'années. Vous vous êtes résolu à le raconter, à l'avouer, à le confesser, pour expliquer que tout ça a été incrusté dans toute cette violence familiale. À vrai dire, cette histoire, je l'ai racontée un jour de colère. Et je l'ai écrite un jour de colère. Et je l'ai mise de côté en me disant, elle n'a rien à voir avec ce livre. Puisque ce livre, c'est l'histoire de mon père, je crois que je le dis dans le livre. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je voulais vraiment porter cette histoire de violence parce que, bon, moi, je sais que mon père a tué et c'est très difficile à dire et le but n'était pas de juste dire mon père a tué. Le but était d'écrire les arcanes de cette violence comme je le fais, mais l'intérêt de le dire, c'était si j'arrivais à faire comprendre l'impact de la violence subie par un enfant et en fait... Donc par vous-même. Oui, aussi. Mais par moi-même, si vous voulez, c'est ce que je dis aussi, c'est que malheureusement, la violence sexuée intéresse plus faite aux enfants que la violence tout court. Et donc j'ai décrit ça pour pas qu'il me soit... pour qu'on puisse... Enfin, pour me sentir le droit de parler de violence faite aux enfants et de ne pas faire de différence entre une violence, celle que j'ai subie, et celle que lui a subie, vous voyez, qui est juste une violence de parents dans une époque où ça arrivait, sauf que lui, c'était vraiment assez extrême. Oui. Est-ce que vous lui en avez voulu à un moment donné où l'amour a été plus fort que tout? Non, pas du tout. L'amour a été très très fort toute ma vie et je ne me suis jamais intéressée à cette histoire. Et quand j'ai décidé de l'écrire, c'était donc sur le tard, hein, c'était en 2021. J'ai commencé par écrire mon histoire telle que je la savais, puis tout à coup, je me suis rendu compte que j'aimais trop. Donc j'ai fait ces recherches aux archives. Et là, par contre, quand j'ai vu les faits racontés différemment, enfin sur des documents, là, j'ai eu des colères extrêmement violentes qui m'ont fait d'ailleurs renoncer à écrire. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a habité toute ma vie. Et un jour, j'aurais écrit de toute façon. Parce que c'est quelque chose qu'il fallait que je concilie. Donc oui, j'ai été confrontée à des colères épouvantables. Et c'est vraiment en réécrivant l'histoire, quand je dis en retissant la trame de toute cette histoire, que je suis arrivée à recréer ce climat, comprendre avec des mots ce qu'il avait vécu. Voilà, ce qu'il avait vécu. Ce qu'il avait vécu. Alors, en l'occurrence, il était frappé par son père, qui l'avait mis au whisky, qui lui faisait biberonner du whisky dès ses 9 ans. Ça, c'est ce que vous racontez. On va évoquer avec vous, Catherine Girard, et avec Anna, les violences éducatives qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025. Hélas. C'est en tout cas ce que déplorent plusieurs associations de défense de droits des enfants. Donc des fessées, des gifles, des humiliations, comme par exemple enfermer un enfant dans le noir pour le punir. Eh bien, ça fait encore malheureusement partie du quotidien de certaines familles en France.
En 2024, par exemple, un parent sur 4 déclarait avoir donné une fessée à son enfant au cours des 7 derniers jours précédant le questionnaire, selon le dernier baromètre de l'IFOP. Et l'État avait pourtant interdit cette pratique en 2019 avec la fameuse loi anti-fessée qui précisait dans le Code civil, noir sur blanc, je cite, que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ni verbale. Alors vous, dans votre livre, c'est vrai que la violence, elle est partout. Il y a d'ailleurs un passage où vous dites « La violence paternelle quotidienne, écrasante, totale et banalisée », donc la violence de Georges envers Henri, a transformé la candeur d'un enfant en haine, puis en folie. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il n'y a que la violence dans l'enfance qui explique le geste de votre père ? Non. Il n'y a pas que ça, mais je pense qu'elle y est majoritairement... parce que dans cette violence, il y a aussi d'abord la violence du sort. Enfin, je dis ça, c'est un enfant qui il subit déjà une violence avec la mère, avec l'emprise de la mère qui le coupe de tout autre contact. Et puis, il y a cette violence de combat, de caste entre la famille aristocrate et la mère... Valentine. Voilà, Valentine la Rouge, communiste, amie de Lénine, athée, enfin tout ce que de 10 ans de plus vieille que lui, donc que mon grand-père. C'est un ensemble de choses. Il n'y a jamais une raison qui explique une chose. Mais Catherine Girard, on lit avec épouvante et fascination cette histoire, une violentia veritas, et par moments, certains, vous lisant, doivent se dire mais c'est le complexe d'Oedipe à l'envers, c'est le complexe d'Électre. Elle est dans un état d'amour absolu et de tout temps pour son père qui la pousse d'une certaine façon à épouser les thèses de son père et à épouser la vérité de son père, même si ce n'est pas la vérité. C'est peut-être d'ailleurs ce que pense Philippe Jaénada, qui avait écrit La Serpe en 2017, et qui s'est exprimé à propos de votre ouvrage et qui dit c'est impossible qu'il ait tué. Qu'est-ce que ça vous inspire, ceux qui pourraient dire elle est dans une espèce d'emprise amoureuse pour son père, feu son père? Alors que j'ai de l'amour pour mon père, c'est sûr, mais j'ai porté cette vérité très longtemps, et quant au tissu de mensonges dont je suis dont est qualifié mon livre, Les mensonges, bon, je dois dire que M. Jaénada me qualifie de menteuse. Enfin, dans les arguments, en tout cas factuels qu'il soulève, il n'y a pas de vérité aucun n'est vrai. Non, tous sont faux. Il y en a même certains qui sont vérifiables, ne serait-ce que dans l'affaire Girard, PDF de 1945, Albert Michel, sur les 8000 francs, par exemple. On tape francs et puis on voit qu'il a soulevé dans l'Obs que 8000 francs avaient disparu et que je disais n'importe quoi. Je crois que de mémoire, c'est page 70 dans l'affaire Girard, PDF. On tape francs et on va voir que 8000 francs ont été trouvés dans la chambre de ma tante. Voilà, bon, il y a des éléments... Le pire, c'est la connotation sexuelle du crime contre ma tante. Ça, c'est quelque chose qui est absolument aberrant parce que ça ne figure dans aucun rapport ni le rapport de gendarmerie de constatation du 25 octobre, ni dans celui de la PJ du même jour, ni dans le rapport médico-légal. Donc, et finalement, j'ai fini par parcourir le livre que je n'avais pas lu, La Serpe, parce que quand même, une fois que vous êtes attaqué, vous cherchez. Et là, je m'aperçois que c'est lui qui a zoomé sur les photos. Enfin, c'est assez épouvantable, des fesses de ma tante pour vérifier, pour inventer une espèce de viol qui ne figure dans aucune des pièces du dossier. Bon, voilà. Donc, les accusations de mensonge, si je n'y ai pas répondu jusque-là... Eh bien, vous l'avez fait maintenant. Voilà. C'est fait. C'est fait, Catherine Girard. Vous serez au Festival de Nancy, le livre sur la place, ce week-end, apaisé et... heureuse de découvrir vos lecteurs, vos nombreux lecteurs, un peu commotionnés par ce texte, à nul autre pareil. Merci d'être venu dans 28 minutes. In Violentia Veritas, chez Grasset. Merci encore. Et on va passer à notre débat sur les incursions de drones russes en Pologne. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Une véritable provocation d'une ampleur inédite, selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a demandé l'activation de l'article 4 de l'OTAN. La Russie met-elle l'OTAN à l'épreuve en profitant de l'attitude un peu incohérente de Donald Trump? Et au-delà de l'OTAN, Vladimir Poutine cherche-t-il à affaiblir, isoler, voire détruire l'Europe? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. La maison est endommagée, le toit soufflé. Un drone russe s'est abattu sur ce village de l'est de la Pologne où la peur et les traumatismes du passé ressurgissent. Ma mère m'a tellement raconté comment la Pologne s'est retrouvée sur la ligne de front au début de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas que ça nous arrive. Dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 19 drones russes ont violé l'espace aérien polonais, entraînant une réaction immédiate de Varsovie et de l'OTAN. L'ordre de tirer a été conjointement donné aux forces aériennes polonaises, néerlandaises, italiennes et allemandes.
Nos défenses aériennes ont été activées et ont assuré avec succès la défense du territoire de l'OTAN, conformément à leur mission. Depuis 48 heures, les réactions européennes se multiplient pour condamner la Russie et le risque d'une dangereuse escalade. C'est inacceptable, c'est une provocation ciblée. Les drones russes avaient-ils pour cible la Pologne où leur trajectoire initiale a-t-elle été déviée? Moscou assure n'avoir eu aucune intention d'attaquer le territoire polonais. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra demain à la demande de Varsovie. Sur le tarmac d'une base militaire, le président polonais s'est montré ferme ce matin face aux intrusions russes. Cette provocation, comme le savent bien les généraux et nos soldats, n'était rien d'autre qu'une opération pour tester notre capacité à nous défendre en collaboration avec nos alliés de l'OTAN. Cette nouvelle crise entre Varsovie et Moscou intervient au moment où la Russie et la Biélorussie s'apprêtent à mener d'importants exercices militaires le long de la frontière polonaise. Alors Vladimir Poutine a-t-il des visées au-delà de l'Ukraine? Les incursions de drones représentent-elles un acte de guerre ou une provocation pour mettre à l'épreuve la capacité de l'OTAN et des Européens à réagir? Deux, trois invités pour ce débat. Élie Tenenbaum, bonsoir, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, faut-il le rappeler. Bonsoir. Selon vous, Élie Tenenbaum, bonsoir, on est face à une incursion de drones d'une ampleur sans précédent. L'objectif de Moscou est notamment de provoquer une cacophonie dans la réponse qu'apporteront l'Europe et l'OTAN. À côté de vous, Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie, vous enseignez à Sciences Po Paris. Et votre dernier essai, Les Russes veulent-ils la guerre ? Est paru au CERF. Selon vous, cette incursion met les capacités de l'OTAN et de l'Europe à l'épreuve. Avec Poutine, il faut s'attendre à tout. Et vous ajoutez, la meilleure réponse, ce sont les sanctions contre la Russie, des sanctions économiques pour affaiblir encore un peu plus leur économie. À côté de vous, Guillaume Lasconjarias, bonsoir, historien militaire, ancien chercheur du collège de défense de l'OTAN. Vous êtes directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Selon vous, l'OTAN est une armée défensive. Il faut faire attention à ne pas surréagir, ce qui pourrait être instrumentalisé, une surréaction, par la Russie. Et on démarre avec évidemment la carte du jour pour comprendre où se sont passées ces incursions. Voilà, c'est celle des débris des drones russes qui ont donc été retrouvés, vous le voyez, sur le sol polonais après une attaque russe contre l'Ukraine. Élie Tenenbaum, on a du mal à penser que ce n'est pas intentionnel de la part des Russes. À tort ou à raison ? Oui, c'est clair que quand vous regardez la carte, même avec beaucoup de vent et des problèmes de guidage, pour se retrouver au sud-ouest de Varsovie, c'est qu'il y a véritablement une volonté de pénétrer sur l'espace aérien polonais, de tester les défenses aériennes polonaises et derrière la réaction politique de l'OTAN. Là, on n'est pas du tout sur une erreur d'aiguillage comme on aurait pu éventuellement le croire pour les dernières incursions qu'il y avait eu, parce que c'est pas la première fois, il y en a eu d'autres, mais c'était jusqu'à présent resté quand même globalement en proximité de la frontière biélorusse-Ukraine, peut justifier, même si ça ne se justifie pas politiquement, mais tactiquement, par la volonté de prendre à revers les défenses aériennes ukrainiennes, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont pu être faites. Mais là, quand vous avez ce niveau, ce type de trajectoire, c'est qu'il y a une volonté de rentrer sur l'espace aérien polonais. Guillaume Lasconjarias, vous évacuez aussi l'erreur de navigation qui est avancée par les Russes ? Oui, alors effectivement, quand on regarde bien la même carte, vous avez en réalité deux choses. Vous avez ceux qui, probablement, peuvent contourner par la Biélorussie les défenses ukrainiennes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive parce qu'effectivement, Élie le rappelait, on a eu comme ça des successions de frappes autour notamment de la ville de Lviv. C'est important parce que c'est par là que transite une grande partie aussi de l'aide militaire occidentale et que les corridors de circulation pour l'aide militaire, mais pas simplement que militaire, mais aussi le transport, passent par cette partie-là de l'ouest de la Pologne. Donc, en revanche, les autres, ceux qui se trouvent effectivement au centre de la Pologne, peuvent avoir en réalité trois fonctions: tester, vérifier et aussi tout simplement cartographier les défenses antiaériennes et puis tout simplement voir en combien de temps on réagit. Ça réagit. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque les Néerlandais notamment qui ont appuyé la Pologne
ont abattu une partie probablement de ces drones. Donc on a quelque part ici une forme de test en grandeur nature pour justement vérifier que nos défenses antiaériennes et notre capacité à coordonner nos efforts fonctionnent. Vera Grantseva, est-ce qu'on est passé sur une étape supplémentaire pour vous dans la menace russe, vous qui avez écrit justement sur la prochaine éventuelle guerre des Russes? À mon avis, oui. C'est une étape suivante à laquelle passait Poutine. On a vu déjà qu'il y avait des drones qui sont tombés en Roumanie, en Lettonie en 2023. Cet été, c'était en Lituanie. Et après, bon, c'était les drones qui peut-être effectivement étaient perdus, même si on ne sait pas. Peut-être c'était intentionnel. Mais quand même, c'était un petit test qui a montré à Poutine qu'il n'y avait pas de réaction. Donc l'étape suivante qui a été prévue et qui s'inscrit très bien dans sa stratégie de diviser, de déstabiliser l'Europe et de aussi montrer que finalement l'OTAN n'existe pas. C'est pour ses audiences, pour ses élites, mais aussi pour le monde entier. Vous parlez de pression psychologique. Exactement, idéologique, pour montrer qu'en fait l'Occident uni, ça n'existe plus. Et du coup, pour Poutine, ça devient une cible plus facile pour l'attaquer et pour continuer sa guerre contre l'Europe qu'il fait depuis, en fait, pas même 2022 pour moi, même depuis 2012. Alors, la population polonaise a été quand même assez terrifiée par ces incursions de drones, mais ce n'est pas la première fois. Il y avait eu, c'est notre archive, une énorme frayeur en Pologne. Ça s'est déroulé le 15 novembre 2022, vous vous en souvenez tous. 2 missiles se sont abattus près de la frontière avec l'Ukraine. 2 morts parmi les civils, regardez. Le territoire polonais touché par un missile. Il est 15h40 hier, quand une frappe s'abat sur le village de Przewodów et tue 2 civils polonais. Et les regards se tourne vers la Russie. Mais faute de preuves univoques, le président polonais temporise. Il s'agit très probablement d'un projectile de fabrication russe. Une enquête est en cours. Un pays de l'OTAN touché par un tir, les réactions internationales fusent. Prudence donc, dans l'attente des résultats des investigations. De son côté, Moscou réfute être à l'origine de cette frappe et parle de provocation. Une réunion de l'OTAN doit se tenir dans la journée. Au final, c'était un missile de la défense ukrainienne. Et c'est peut-être justement parce que finalement c'était un missile ukrainien que l'Europe se dit, bon, on était dans une forme de déni, c'était pas si grave que ça, et aujourd'hui, on en prend l'ampleur un peu tardivement. Non, je pense encore une fois que ça a été cumulatif. On avait effectivement un certain nombre d'actions russes qui venaient flirter, qui venaient tester, qui avaient une plausible niabilité, comme on dit dans un mauvais français. En revanche, on a une posture aérienne de l'OTAN qui s'est renforcée au fil des années. Il faut rappeler que quand les États baltes sont entrés dans l'OTAN, ces pays n'ont pas d'aviation et n'avaient pas d'aviation et n'ont toujours pas d'aviation. Donc collectivement, l'OTAN s'est mis en quête de faire la police du ciel. Cette police du ciel a été renforcée après 2014, après la première agression russe contre l'Ukraine en Crimée et dans le Donbass. Donc il y a une montée 2022, en puissance. Voilà, l'OTAN a à nouveau renforcé des actions dites de vigilance aérienne et donc d'actions de police renforcées. Régulièrement, l'OTAN appelle au renforcement de la défense sol-air. Les Allemands ont déployé des batteries de missiles Patriot de l'Allemagne vers la Pologne. Donc la Pologne aussi bénéficie de batteries allemandes. Donc il y a eu un renforcement. Je ne pense pas qu'on a fermé les yeux. En revanche, ce qui est vrai, c'est comme l'expliquait Guillaume, l'OTAN est une alliance défensive et donc à ce stade, ils étaient restés en alerte et ils sont intervenus. D'ailleurs, on peut revenir sur les possibilités d'intervention. Et pendant ce temps, il va y avoir des exercices de grande ampleur entre les Russes et les Biélorusses. Rappelons que la Biélorussie est servilement inféodée à la Russie et ça crée aussi un contexte inquiétant. Exactement. Il y a les exercices, ça commence demain, exercices Zapad 2025, donc l'Occident 2025, qui commence ce vendredi, donc le 12 septembre. Et on sait que les exercices, déjà, ont servi une fois à Poutine comme un prétexte pour amasser les troupes près de la frontière ukrainienne et pour finalement attaquer par surprise le pays. Bon,
peut-être ici, on n'est pas là, à ce moment-là. Mais il y a une frontière commune entre la Biélorussie et la Pologne. Exactement. Et on sait que la Biélorussie est un allié très proche de la Russie, même un pays très, très dépendant à tous les niveaux, économiques, militaires, qui maintenant aussi a des armes nucléaires qui sont contrôlées par la Russie sur son territoire. Même si on voit que, même avec cet incident avec les drones, Loukachenko essaie de jouer en double jeu. Loukachenko, le président biélorusse. Entraîné dans la guerre directement, mais on sait qu'il est très dépendant du Kremlin. Ici, un jour, le Kremlin vraiment veut l'utiliser pour la guerre, comme il l'avait déjà fait avec l'Ukraine en 2022. Il peut le faire très rapidement. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna l'article 4 de la charte de l'OTAN qui a été activé. Oui, l'article 4, en fait, c'est une demande de consultation des alliés. Voilà précisément ce que dit le texte, on va le voir s'afficher. Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée. Alors, depuis 1949, cette activation, elle a été demandée à 8 reprises, dont 3 par la Pologne. La première fois en mars 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ensuite, en février 2022, premier jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et hier, le 10 septembre, et donc une réunion s'est ensuite tenue à Bruxelles, dans la foulée, avec les ambassadeurs des États membres, pour déterminer de manière conjointe si le sujet méritait d'apporter une réponse plus poussée. Mais à ce stade, pas question d'activer l'article numéro 5, qui est beaucoup plus sensible et qui stipule, je cite, qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs des parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, ce qui aurait pour conséquence, évidemment, de faire entrer en guerre les 32 pays membres de l'OTAN avec la Russie. Et pour rappel, cet article, il n'a été activé qu'une seule fois, il y a 24 ans, jour pour jour. C'était le 11 septembre 2001. Guillaume Lasconjarias, est-ce que l'OTAN, aujourd'hui, peut faire plus que de simples déclarations communes? Est-ce qu'il en a les moyens? Alors d'abord, il faut revenir sur ce que c'est que l'article 4. Ce n'est pas parce que c'est un article de consultation que c'est un article qui n'a pas de sens. Le fait que cet article prévoit en fait une consultation entre États, même le fait qu'il n'ait été invoqué que 8 fois, dont la 8e fois, d'abord, la 7e fois, c'était en février 2022, et ce n'était pas seulement la Pologne, c'était tous les pays du flanc Est qui, collectivement, et c'était la première fois d'ailleurs que cela arrivait, et puis d'autres fois, il a été activé, par exemple, par la Turquie, vis-à-vis d'un conflit régional, en l'occurrence la Syrie. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on joue ce rôle de l'activation. Il a un rôle en réalité très utile, c'est-à-dire qu'il faut le découpler, à mon avis, du traité, enfin, de l'article 5, qui lui est plutôt un peu l'article des mousquetaires, c'est-à-dire quand on a véritablement une agression armée. Tout à fait. L'article 4, il a un avantage, c'est qu'en fait, il oblige, plus ou moins, par ces discussions entre ambassadeurs et donc les États, à une forme de réaction. Ici, réponse collective. Une réponse collective. Ici, en revanche, on voit qu'il y a une forme de temporalisation, puisque la décision qui a été prise, c'était de mener ou de monter une forme de commission d'enquête pour définir l'intentionnalité ou pas, ce qui, en réalité, permet de donner un peu de temps. Dans d'autres circonstances... Intentionnalité, ça veut dire incursion ou attaque? Eh bien voilà, c'est ça, tout simplement. C'est toute l'ambiguïté, parce que quand on relit bien ce lien ou cette montée en puissance potentielle de l'article 4 jusqu'à derrière la potentialité de l'invocation de l'article 5, il y a l'obligation pour les États collectivement à se mettre en ordre de bataille. Même si l'article 5 est beaucoup moins automatique que ce que l'on le précise, tout simplement parce que quand il a été rédigé en 1949, et c'est au moins toujours le cas pour un des pays, eh bien, il y a des pays qui n'ont pas d'armée, donc difficile d'activer une force militaire. Face à cette tergiversation entre attaque ou incursion, eh bien, Zelensky, le président ukrainien, lui, parle d'inaction, on va le voir, hein, il regrette qu'il n'y ait pas de réponse sévère de la part des dirigeants mondiaux. Elie Tenenbaum. Oui, c'est justement ce problème de cette volonté de temporiser un petit peu avec une commission d'enquête. C'est précisément ce que cherche le Kremlin ici, en montrant, regardez, on est capable de faire une incursion massive et derrière, c'est la bureaucratie, c'est la cacophonie avec qui les Hongrois, qui les Slovaques, voire d'autres pays du sud de l'Europe qui disent « Ouh là là, on ne va pas se précipiter, on ne va pas surréagir ». Il y a quand même eu des forces anti-aériennes qui ont été mises en action ce coup-ci. C'est là où je pense qu'en fait, il y a le niveau politique qui est effectivement pas forcément
à l'unisson, mais la structure militaire de l'OTAN, qui est déjà en charge de la posture aérienne de cette défense, avec la base aérienne de Ramstein en Allemagne, qui coordonne l'ensemble de cette posture aérienne, de défense aérienne de l'OTAN, peut déjà faire un renforcement, et ils l'ont fait, renforcement des actions de vigilance, de la défense aérienne. Donc il faut distinguer. Mais c'est vrai que le message au niveau politique n'est pas forcément aussi unanime qu'aurait pu l'espérer la Pologne. Et là, on voit bien tout à coup, finalement, l'intérêt qui, de première vue, n'est pas clair pour Vladimir Poutine de faire une provocation de ce type-là, c'est de montrer, regardez, les Européens ne sont pas d'accord entre eux, et à partir de là, continuer à pousser sur les coins. Dans les interstices, Vera Grantseva, vous êtes d'accord avec Volodymyr Zelensky qui considère qu'on n'a rien compris? On comprend la frustration des Ukrainiens. Ça fait 3 ans qu'ils sont en guerre et ils voient qu'effectivement la Russie avance dans leurs attaques envers l'Europe et l'Europe est assez lente. Mais on peut aussi comprendre la réaction européenne. Parce que dans ce conflit, il y a une asymétrie très importante qui consiste au fait que Poutine en fait, peut agir d'une façon très irresponsable, attaquer les autres pays, les envahir, menacer avec l'arme nucléaire, tandis que les Occidentaux et les Ukrainiens tous ensemble doivent penser aux conséquences qui peuvent produire leurs actions. Donc ici, quand on voit une petite incursion des drones, il n'y a pas de morts. Après, on peut se dire aussi où est les limites quand même. S'il y a des morts, quelle sera la réaction? Mais tant que ce sont des petites incursions avec une vingtaine de drones, la réaction ne peut pas être proportionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer la Russie, c'est trop risqué. Donc il faut inventer des autres réponses et elles ne doivent pas être les mêmes que la Russie utilise pour rester responsable comme les acteurs internationaux. Donc des sanctions économiques. Par exemple, c'est une des options. On a vu d'ailleurs sur l'impact des sanctions sur l'économie russe. Déjà, on voit que l'économie commence à ne pas aller très bien. Et on a vu que Poutine, maintenant, considère l'option d'augmenter des impôts en Russie. Ça fait déjà 2 fois qu'il a augmenté. Donc, voilà, ça montre qu'il y a l'effet de sanctions. Il n'est pas immédiat, il ne ruine pas tout de suite, mais il, quand même, impacte comment l'économie russe fonctionne et la machine de guerre de Poutine est soutenue. Avant même ce nouvel épisode, l'inquiétude des Européens, vous l'avez dit, était forte, et notamment des Allemands. Écoutez le ton alarmiste du chancelier allemand, c'était avant-hier. Und es deutet alles darauf hin, dass Putins imperialistischer Plan nicht mit der Eroberung der Ukraine enden würde, sondern damit erst beginnen würde. Wir erleben täglich in wachsender Intensität und Aggressivität hybride Angriffe Russlands auch auf unsere Infrastruktur. Guillaume Lasconjarias, en même temps, on ne voit pas vraiment la solidarité européenne, d'unanimité des 27, ou si, par rapport à ce que vient de dire Merz? Au-delà de ça, je pense que ce que cela traduit, c'est d'abord la fragilité de ceux qui, au sein de l'Union européenne, seraient capables de collectivement réagir. Alors vous montrez ici le chancelier allemand. Oui. Le chancelier allemand doit faire avec une coalition qui est elle-même fragile. On connaît les difficultés qu'il y a en France avec la Constitution, une passation de pouvoir. Mais dans d'autres pays, Keir Starmer, en dehors de l'Union européenne, a le même genre de difficultés. Et puis, le grand absent, c'est quand même les États-Unis. Alors, alors il a réagi. On va regarder ce tweet, enfin ce truth. On va vous demander comment vous l'interprétez. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones, s'interroge Trump. C'est parti. Totalement énigmatique. Comment vous interprétez Elie Tenenbaum? Oui, je pense qu'on est face à un Donald Trump qui est spectateur, finalement, des développements dont les leviers n'ont pas eu d'effet, si ce n'est peut-être celui d'enhardir Vladimir Poutine, puisque en se posant lui-même en retrait d'un certain nombre d'aspects de la sécurité européenne, il incite à la curiosité, finalement, les Russes. On dit, bon, finalement, les Américains se mettent un peu en retrait. Qu'est-ce qui se passe si je pousse davantage? Et donc, finalement, c'est aussi indirectement le résultat de la politique américaine des 6-9 derniers mois. Vera Grantseva, quand vous avez vu ce tweet, vous, du président américain, comment vous avez réagi? Vous avez dit, voilà, il est dans une forme de passivité, finalement?
Moi, je me suis dit qu'elle est un peu perdue dans sa position. Pourquoi? Parce que d'un côté, effectivement, il est dans cette logique de désengagement de l'Europe, il ne veut pas soutenir l'Ukraine, etc. En même temps, il ne veut pas être humilié non plus. Et on l'a entendu parler depuis déjà plusieurs mois qu'il allait arrêter cette guerre, tandis que cette guerre ne s'arrête pas. Et même plus, maintenant, elle va au-delà des frontières de l'Ukraine. Et c'est maintenant la Pologne, quand même un allié assez proche des États-Unis. Et c'est ça qu'on comprend pas, c'est-à-dire qu'ils s'entendent bien, le Premier ministre polonais et Trump. Ils sont très proches idéologiquement. Le président, pardon, vous avez raison. Ils se sont rencontrés d'ailleurs. Qui a d'ailleurs été reçu la semaine dernière par effectivement Trump. Alors comment expliquer qu'il n'y ait pas une réaction plus virulente de Trump justement pour cet allié? Peut-être parce que d'abord, Trump est sérieusement occupé par ce qui se passe chez lui, at home. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on est aussi dans une phase de transition. Aux États-Unis, on vient de débaptiser le département de la défense pour le transformer en département de la guerre. Et en même temps, on se sert des troupes et des soldats américains pour maintenir l'ordre. Alors, qui à Washington ou à Chicago. Donc, le vrai problème, c'est que vous avez une forme de charge mentale sur ces dirigeants qui leur interdit d'avoir une capacité à collectivement agir. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui face à ce coin qu'enfoncent les Russes, la réaction en ordre dispersé. Vera Gantzer, vous pensez que l'OTAN est prête à faire la guerre à la Russie ou pas? Parce que Rutte lui-même, le patron de l'OTAN, dit qu'il faut s'y attendre pendant 5 ans. Bon, du point de vue des potentiels militaires, bon, ici les experts militaires peuvent me corriger, mais l'OTAN quand même est beaucoup plus fort que la Russie, tous ensemble. Si on prend même l'Europe, sans les États-Unis, les budgets européens sont plus importants que le budget russe pour la guerre. Donc en gros, bien sûr que l'OTAN peut faire la guerre contre la Russie si la Russie attaque l'OTAN. C'est comme c'était bien dit, c'était une alliance défensive, il ne va pas attaquer la Russie. Mais néanmoins, ça va impliquer bien sûr le retour des horreurs de la guerre que l'Europe a vécu il y a 80 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très désirable, bien évidemment, et que l'OTAN veut éviter. Rapidement, évidemment, ça ne peut pas être une alliance offensive. Non, ça ne peut pas être une alliance offensive. En revanche, ça peut être une alliance qui cherche à reconquérir du territoire s'il est perdu, si elle est prise par surprise. Absolument. Oui. On a vu les difficultés aujourd'hui que les Ukrainiens ont à reconquérir les territoires perdus. On a vu la menace que peut représenter une attaque surprise. Moi, je dirais aujourd'hui que l'OTAN est militairement extrêmement crédible tant qu'elle est unie politiquement. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est-à-dire que si demain il y avait une attaque qui avait une dose d'ambiguïté et que vous avez une partie des alliés qui disent voilà, ça sera sans moi, c'est là où l'alliance risque de perdre de sa cohérence, non seulement politique mais aussi militaire, parce que évidemment, s'il vous manque des trous dans la raquette, ça sera compliqué. Voire même la raquette. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Elle est gratinée. Vous allez voir, la dinde de Noël va être servie le 1er octobre au Venezuela. Le caudillo Maduro a décidé que Noël serait fêté dès le 1er octobre au nom du droit au bonheur. Et en Allemagne, eh bien, le gastropopulisme gagne du terrain. La preuve avec cette campagne du leader de l'Union chrétienne sociale, le CSU, Stop à la dictature du tofu. Voilà. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Clio, du nom de la voiture. Eh oui, c'est entendu. Alors la Clio, c'est un best-seller. Renault Clio se réinvente. C'est une icône de l'automobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Clio, du grec ancien Cléo, célébré, désigne un modèle du constructeur automobile Renault lancé en 1990. En 35 ans, elle s'est écoulée à 17 millions d'unités dans 120 pays et reste la bagnole la plus vendue en France et en Europe en 2025. Lundi, pendant le salon de l'auto à Munich, la marque a dévoilé la Clio de 6e génération. Fondée à la fin du 19e, nationalisée en 1945 après que son collabo de patron fondateur a péri en prison sans procès, privatisée à 85% en 1996, ridiculisée après l'évasion houdiniesque de son PDG détenu au Japon, la marque aux losanges est aujourd'hui 3e constructeur européen et 1er français. La Clio doit assurer aux champions de garder sa coupe. En 2024, une Renault vendue sur 5 était une Clio, qui compte déjà pour 6,4% des immatriculations en France depuis janvier. Grosse pression donc pour la Clio 6, qui n'existera ni en version diesel, ni en version voiture, alors que les nouvelles normes européennes Euro 7 vont encore serrer le kiki au moteur thermique en 2026.
Dans la mythologie grecque, Clio est une fille de Zeus, parmi sa centaine de rejetons, et l'une des 9 muses dont les chansons célèbrent les grandes réalisations et leurs glorieux auteurs. Qu'y avait-il donc de plus naturel pour succéder à Super 5 qu'un nom court, international, facile à prononcer dans toutes les langues, et nimbé de mythologie? Si elle n'est pas si française, car produite depuis 5 millions d'exemplaires en Turquie, quand les électriques R5 et 4L sortent des usines, ch'ti, ouais, Clio est pourtant la voiture française la plus vendue de tous les temps. Soit une héroïne de notre mythologie auto, citadine prête pour la croisière et muse de l'asphalte. En un slogan, la croisière s'amuse. Alors là, Thibault Nolte, chapeau. Hein? Ah ben oui. Ah oui, la croisière, elle s'amuse. Bon, alors, vous revoilà pour vos chroniques, et là, je dois dire que c'est quand même assez délectable. C'est un peu foutraque, vos histoires. Hein? Le tofu et Noël le 1er octobre au Venezuela, cher Xavier Mauduit. Vous nous faites découvrir que le président Maduro a décrété lundi que le début des fêtes de Noël, ce serait le 1er octobre pour apporter du bonheur le plus vite possible aux gens qui en ont besoin au Venezuela. Et comment c'était avant? Bah oui, c'est la question. Hein. Ce qui nous conduit en l'an 462, sans doute l'an 462, quand l'évêque de Tours, il s'appelle Perpétus en latin. Oui, je prononce le T final, donne une ordonnance sur la période qui précède Noël. Il faut jeûner, Élisabeth, du 11 novembre, c'est-à-dire la Saint-Martin, jusqu'à Noël. La Saint-Martin, évidemment, en écho à Martin de Tours, vous savez, celui qui coupe son manteau en deux pour donner une moitié à un miséreux. Alors, cette décision s'applique dans le diocèse de Tours, parce qu'on est à un moment où personne n'est vraiment d'accord sur les dates. Hein. Celle de Noël, c'est bien compliqué. Elle n'est pas fixée. Non, pas encore. Bon. Vous savez, vous lisez le Nouveau Testament, les Saintes Écritures, etc. Vous n'avez pas de date pour la naissance de Jésus, donc il faut en trouver une. Alors, c'est à ce moment-là, hein, fin 5e, début 6e siècle, une date s'impose, le 25 décembre, qui était déjà utilisée dans la continuité d'une fête antique et païenne, Sol Invictus. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, quand deux cultures arrivent à se combiner. Et là, on se dit, mais l'idée de l'autre, là, de Saint-Perpète, c'était pas si mal. Alors, au concile de Mâcon, en 581, on décide de généraliser à d'autres diocèses cette idée que de la Saint-Martin jusqu'à Noël, il faut jeûner 3 jours par semaine. C'est ce qu'on appelle l'Avent, du latin adventus, c'est-à-dire la venue. Et ça dure grosso modo 1 mois. Donc 1 mois, 3 jours par semaine de jeûne. Hein. Ouais, il faut. Hein. Alors, une préparation spirituelle, vous aviez Mauduit. Spirituelle, évidemment, Elisabeth, parce qu'on est à un moment où il n'est pas question de bonbons, de fiesta, de cadeaux, tout ça à Noël. On n'est pas du tout dans ces questions-là. Sauf que la pratique religieuse, comme tout fait culturel, dépend de la société dans laquelle elle se développe, dans laquelle elle évolue. Et c'est le cas en Amérique latine. Et ça, dès la colonisation. Vous avez, dans cette période-là, un moment festif, un moment de décoration, on s'habille, on a des illuminations, et, dans le cas du Venezuela, de la musique. La gaita zuliana. Écoutez. C'est une musique qui connaît un immense succès populaire et particulièrement à la période de Noël. Et ce qui est très intéressant avec cette musique-là, c'est qu'elle combine des inspirations qui peuvent venir d'Occident, enfin avec la chrétienté, ça raconte notamment la vie de Jésus, mais vous avez des inspirations amérindiennes, des inspirations africaines, bien sûr, on est dans une société marquée par l'esclavage. Donc vous voyez là encore différentes cultures qui se combinent. Donc à côté de Saint-Perpète, de Saint-Martin, on a syncrétisme. C'est superbe. C'est la chute. Oh, je mérite Perpète. Alors la Perpète avec nous, Xavier Mauduit. Eh ben alors, voilà, il y en a un qui ne va pas jeûner, hein, il mange de la saucisse et il veut faire la guerre au tofu. Il adore. En Allemagne. Il est le leader du CSU et il est bavarois, il s'appelle Markus Söder. Söder, oui. Et alors, il a dit un mot pour mot, stop à la dictature du tofu. Il a également dit, nous ne sommes pas dans la République du brocoli. Du brocoli. Il est aussi contre tous les légumes. Et ma phrase préférée, ma citation, c'est « Une vie sans saucisse est possible, mais elle n'aurait pas de sens ». C'est émouvant. Il y a beaucoup de S. Toutes ces punchlines, pour que vous compreniez un petit peu le personnage de Markus Söder, vous l'avez dit, c'est le chef du CSU. Il est à la tête de la Bavière aussi depuis plusieurs années. Et il a fait du gastropopulisme, sa spécialité politique. Donc il passe son temps à opposer d'un côté les élites urbaines,
végétarienne, déconnectée, et de l'autre, le vrai peuple allemand, carnassier. Les journalistes adorent ça. Mardi, en une du journal conservateur Frankfurter Allgemeine, il y avait une photo de Dark Vador et ce titre, « Les végétariens sont-ils du côté obscur de la force ?» Voilà, alors il reprenait quasiment mot pour mot le discours de Zöder qu'il avait fait la veille sous un chapiteau d'un festival, d'une fête folklorique saucisse dans le bec bavaroise, mais il en mange tout le temps des saucisses. Alors, il est folklorique, mais il est moderne aussi. Il a un compte Instagram, Zöder, qui est très suivi. Il a 768 000 abonnés qu'il régale de manière frénétique de photos de lui en train de manger. Donc il fait comme Martine, vous savez, Martine à la plage, Martine au cirque. Ben lui, il fait Zöder mange. Alors, Zöder mange une pizza au chorizo, Zöder mange des saucisses, Zöder mange une tour de saucisses. Ça, c'est 3 photos, c'est en une semaine seulement qu'il les a postées. Vous voyez, c'est frénétique, je l'ai dit. Il a carrément, évidemment, puisque ça marche, fait un livre de cuisine qui s'appelle évidemment Markus Zöder mange, et notez qu'il mange de tout. Donc, il défend évidemment les spécialités de sa région, la Bavière, donc épaules de porc, saucisses blanches, on se régale, ragoût de poumon. Mais il sait aussi s'ouvrir aux cultures du monde, puisque fin août, la presse a remarqué qu'il avait déposé une marque, Zöder Kebab, kebab ultra populaire en Allemagne, avec un logo de circonstance. Donc, vous voyez, c'est lui, en maître kebabier. Le kebab n'a pas encore ouvert, mais vous pouvez acheter un t-shirt comme ça, si vous voulez lui donner de l'argent. Et puis, si vous reste un tout petit peu de place pour le dessert... Ah oui. Ben voilà, un œuf de Pâques à son effigie. Voilà, ça c'était à Pâques. Moi j'ai plus faim, je n'en peux plus. Zöder a quand même un problème, tout de même, c'est qu'il a perdu son meilleur ennemi. Les Verts ne sont plus au pouvoir en Allemagne. Il adorait taper dessus. Les Verts, disait-il, conviennent aussi peu à la Bavière que la tisane à la camomille à la fête de la bière. Voilà. Sauf que ils sont plus au pouvoir, et bien qu'à cela ne tienne, notre conservateur bon vivant, depuis, s'est reconverti dans la fake news, puisque ces derniers temps, il répète à tout le monde que le SPD et les sociodémocrates ne servent plus de viande dans leurs réunions de travail, ce qui est totalement faux. Mais les mensonges, on les avale sans fin. Voilà, comme les vers de terre braisés. Hein, merci Marie, et merci à tous. Merci, écoutez, demain à 20h05, un club animé de main de maître par Maître Dely. On se retrouve lundi. Tchuss.